Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Camille Modica, je suis la responsable communication à la clinique du Parc à Lyon. Et ce soir, je suis accompagnée d'Alice Dupont, qui est donc la responsable du Parc Laser Vision à Lyon, un établissement clinique du Parc. Ce soir, un webinaire sur la chirurgie réfractive, indication et prise en charge. Pour le présenter, le docteur Élodie Calas, chirurgien ophtalmo. Bonsoir, docteur Calas. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, une courte introduction déjà pour vous présenter l'établissement de la clinique du Parc. Donc, c'est un établissement qui est situé dans le 6e arrondissement de Lyon, qui comporte 5 pôles d'excellence qui sont donc la chirurgie ophtalmo, d'où le webinaire de ce soir sur la chirurgie ophtalmo, un pôle d'excellence de l'orthopédie, de la neurochirurgie, de la chirurgie plastique et bariatrique et également de la chirurgie esthétique et plastique. La clinique du Parc, c'est un établissement où on fait environ 20 000 séjours et on accueille 250 praticiens ici dans nos locaux. Je laisse la parole à Alice Dupont, responsable donc, du Parc Laser Vision, qui va faire une courte introduction justement sur ce centre dans lequel pratique justement le docteur Calas de la chirurgie réfractive. Donc, je lui donne la parole et je reviens tout à l'heure pour justement vous donner quelques explications par rapport au déroulé et plutôt les aspects techniques de ce webinaire. Merci. Bonsoir à tous. Merci Camille, merci Dr Calas d'animer ce webinaire. Donc, je me présente rapidement et je vous fais une petite introduction sur le centre. Donc, Alice Dupont, je suis orthoptiste de formation et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être responsable du centre. Donc, le Parc Laser Vision, c'est le centre de chirurgie réfractive de la clinique du Parc à Lyon, où il y a une vingtaine d'ophtalmos qui viennent opérer. On propose au centre aux patients de prendre rendez-vous pour savoir s'ils sont opérables ou pas et choisir ensemble la technique la plus appropriée pour corriger leur vision. Il y a également un deuxième aspect, bien sûr, c'est le bloc opératoire où on a tout le plateau technique nécessaire pour opérer sur les dernières techniques de pointe, le SMILE, le LASIK, la PKR, la transpécaire. Voilà, je vais laisser simplement la parole au docteur Calas et à Camille pour la suite du webinaire. Bien. Donc moi, je suis le docteur Calas, je suis ophtalmo médecin chirurgien sur Lyon. Je vais vous faire une petite présentation sur la chirurgie réfractive. Donc, c'est un sujet relativement dense. J'ai essayé d'aborder le plus de points possible. Je vais aborder à la fois les points un petit peu théoriques et puis les points un petit peu plus pratiques pour essayer de répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser dans votre prise en charge. Je sais qu'il y a plusieurs spécialités qui sont connectées. Donc, j'ai essayé d'être à la fois assez précise sur des choses de base pour ceux qui n'ont pas forcément ces notions-là. Et puis, j'ai essayé d'être à la fois un peu plus technique pour les personnes qui ont un peu plus d'informations et de notions sur le sujet. Donc, nous allons commencer donc, le sommaire par quelques rappels anatomiques et quelques définitions pour les novices dans le domaine, de façon à ce que les bases soient posées et que chacun puisse suivre la suite du diaporama avec les bons termes et les bonnes notions. Ensuite, nous verrons les différentes techniques chirurgicales en chirurgie réfractive. Nous aborderons ensuite le bilan préopératoire, les indications et contre-indications à toutes ces chirurgies, les consignes pré- et post-opératoires qu'il faut donner aux patients. Ensuite, nous verrons les suites opératoires et une petite conclusion. Donc, concernant les rappels anatomiques et définitions, donc l'œil est formé de 2 dioptres oculaires, pour petit rappel, donc 2 dioptres, la cornée et le cristallin. C'est grâce à ces 2 dioptres que la vision peut se faire avec une image sur la rétine. La cornée, elle est ovoïde, elle a un diamètre vertical d'environ 10,5 et un diamètre horizontal d'environ 12, avec le limbe qui le sépare de la sclère et de la conjonctive. La cornée, donc d'un point de vue histologique, les couches cornéennes, donc en supérieur, donc en plus superficielle, nous avons l'épithélium, tout comme l'épiderme, c'est le même principe, c'est la couche protectrice de la cornée. Nous avons ensuite une couche cellulaire très fine, la couche de Bowman. 90% de la cornée, c'est du stroma. Et enfin, l'endothélium, qui est la couche interne de la cornée. Voilà, maintenant, donc après la cornée, donc le cristallin. Le cristallin qui, lui, va être entouré d'une capsule antérieure et postérieure avec des muscles ciliaires de part et d'autre. C'est ce qui va permettre l'accommodation de l'œil.
Ensuite, quelques définitions. Donc, l'amétropie, c'est un trouble de la réfraction des rayons lumineux dans l'œil. Excusez-moi, je suis gênée par un… Voilà. Donc, ce sont des troubles de la réfraction des rayons lumineux dans l'œil qui est à l'origine d'une mauvaise mise au point des images. L'amétropie, elle peut être sphérique, c'est un œil trop court ou un œil trop long par rapport à sa puissance de convergence. Donc, il y a la myopie, qui est plutôt un œil trop long, donc trop convergent, avec une image qui arrive en avant de la rétine. L'hypermétropie, qui est plutôt un œil trop court ou pas assez convergent, et l'image se situe en arrière de la rétine. Les amétropies maintenant cylindriques, qui sont l'astigmatisme, ça, c'est une inégalité de courbure de la cornée avec un rayon vertical ou horizontal plus ou moins cambré. Et elle peut être également cristallinienne, à l'origine d'une image également déformée. Donc, l'astigmatisme peut être cornéen ou cristallin. Et enfin, la presbytie. La presbytie, c'est une difficulté à voir net de près suite à la diminution progressive de l'accommodation due au fait que le muscle ciliaire qu'on a vu précédemment soit de plus en plus raide. Donc, voilà les petites images qui définissent ce que je viens de vous expliquer, avec l'œil hémétrope en haut à gauche, l'œil hémétrope avec une image qui est bien sur la rétine, l'œil myope en bas à gauche, avec une image qui, du coup, est en avant de la rétine due à un œil soit trop long, soit un œil trop convergent, l'œil hypermétrope en haut à droite, avec du coup une image qui va se situer en arrière de la rétine parce que l'œil est soit trop court, soit pas assez convergent, et l'œil astigmate qui va donner plusieurs points parce que du coup la cornée n'étant pas régulière, les points n'arriveront pas tous sur le même foyer. Une petite définition importante qui sera nécessaire pour la suite du diaporama. Donc, le kératocone, qu'est-ce que c'est? Le kératocone, c'est une dystrophie de cornée d'évolution progressive qui entraîne un amincissement cornéen stromal avec une protrusion non inflammatoire de la cornée, qu'on peut voir du coup de profil ici chez une personne qui a un kératocone relativement évolué. Voilà, donc là, vous avez toutes les informations nécessaires pour comprendre la suite du diaporama. Donc, on va passer aux techniques chirurgicales en chirurgie réfractive. Donc, il y a deux types de chirurgie réfractive. Il y a les chirurgies cornéennes qui sont les plus courantes, les plus réalisées, mais il y a aussi les chirurgies cristalliniennes. Donc, on va voir les différentes indications, même si dans mon topo, je vais plus insister sur les chirurgies cornéennes, car ce sont celles que nous réalisons le plus et celles que nous réalisons du coup au Parc Laser Vision. Donc, l'objectif des techniques cornéennes, c'est de remodeler la cornée afin de modifier le rayon courbure central et périphérique de la cornée pour la rendre plus ou moins convergente. Le but est donc de réduire ou d'accroître sa puissance optique. La correction, donc pour un myope, le but, ça va être d'aplatir la cornée afin de diminuer sa puissance optique. Pour l'hypermétrope, c'est l'inverse. Il va falloir bomber la cornée de façon à ce qu'elle soit plus convergente et d'augmenter sa puissance optique. L'astigmatisme, le but, ça va être de régulariser les différents rayons de courbure de la cornée pour qu'il n'y ait plus qu'une image nette. Et la presbytie, qui va pouvoir se faire soit en monovision, avec un œil de près et un œil de loin, soit en multifocalité, donc créer plusieurs zones de vision au sein de la cornée pour pouvoir avoir un foyer de loin et un foyer de près. Voilà, donc un petit schéma pour se rendre compte. Donc, en haut, ça va être la correction d'un œil myope. Donc, en bleu, ce sont les rayons du laser, les rayons lumineux du laser, qui vont venir donc traiter la courbure jaune. Donc, la courbure jaune, c'est la cornée qui est trop bombée de l'œil myope. On va enlever le petit lenticule hachuré et on va se retrouver du coup avec une courbure cornéenne post-opératoire moins convergente, moins courbe, de façon à ce que l'image puisse atteindre la rétine. En bas, cette fois, pour l'œil hypermétrope, la zone optique est plus large parce que le but, ça va être de traiter cette fois la périphérie de la cornée afin d'enlever de part et d'autre, enfin tout le long sur 360 degrés, une portion plutôt en périphérie, de façon cette fois à rendre l'axe de courbure de la cornée plus convexe, donc plus convergent, de façon à ce que l'image soit ramenée sur la cornée. Donc, il y a deux lasers qui vont traiter la chirurgie cornéenne. Il y a le laser excimer, qui est un laser avec des photons ultraviolets UVC,
qui va être utilisé pour la PKR et le LASIK. Ce laser, d'un point de vue anatomique, il va y avoir de la fluorescence et un échauffement. Au niveau moléculaire, il va y avoir une cassure, un changement de composition des molécules. Et au niveau tissulaire, ça va donner une photoablation d'un petit lenticule. Le laser femtosecond, lui, c'est plutôt des rayonnements infrarouges qui est utilisé pour le LASIK et le SMILE. C'est un laser avec des rayonnements de faible énergie, une haute irradiance, et le mécanisme, c'est la photodisruption. Donc, ça veut dire que ça va couper, ça va plutôt avoir tendance à couper, à disséquer. Voici comment se présentent ces deux petits lasers au parc Laser Vision, avec à droite le plus gros laser qui est le laser du coup femtoseconde et à gauche le laser excimer avec la table où est allongé le patient qui passe d'un laser à l'autre sans que celui-ci ait à se déplacer. Donc, pour les techniques cornéennes, la technique la plus ancienne, c'est la PKR, la photokératectomie à visée réfractive. C'est la première technique utilisée en 1987 aux USA et en 1993 en France. Donc, on commence à avoir un petit peu de recul dessus. Le but de cette technique, c'est de remodeler le stroma cornéen grâce au laser excimer appliqué en surface, après avoir ablaté, donc enlevé l'épithélium. L'épithélium, soit il est enlevé manuellement, avec un couteau, avec de l'alcool, enfin quelque chose qui vient enlever la couche superficielle de façon à traiter directement le stroma antérieur. Mais il peut être également enlevé depuis peu grâce au laser excimer lui-même, qui va venir d'abord enlever l'épithélium, puis traiter le stroma antérieur. Les avantages de cette technique, c'est ça diminue le risque d'ectasie cornéenne chez les sujets à risque, notamment les sujets qui ont des cornées trop fines. Et deuxième avantage, il n'y a pas de capot. Donc, pour les métiers ou les sports avec contact oculaire à risque, ça peut être très avantageux également. Les inconvénients de cette chirurgie, et qui fait qu'elle est un petit peu moins pratiquée aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une douleur post-opératoire donc pendant 48 à 72 heures après, comme une brûlure. En fait, ça fait une sensation de brûlure oculaire qui n'est pas très agréable. Et le temps de récupération visuelle est un petit peu plus long parce qu'il y a le temps de la cicatrisation. Et après, l'acuité visuelle peut être un petit peu plus fluctuante vu que le traitement est superficiel et non pas en profondeur. Alors, une petite vidéo explicative. Donc, ça, c'est le théorique par le laboratoire du laser PKR. Donc là, on vient enlever l'épithélium. Donc là, c'est plutôt la façon manuelle. Voilà, non. On hydrate bien. Donc là, ça va être juste l'ablation de l'épithélium uniquement. Il n'y a pas de but réfractif dans cette manœuvre. C'est vraiment pouvoir être au contact direct du stroma pour ensuite appliquer les rayons lumineux du laser. Voilà, le laser qui effectue son traitement, donc qui enlève du coup de la matière, soit centrale, soit périphérique, comme on a vu précédemment en fonction de la correction que l'on souhaite faire. Puis l'application d'une lentille pour protéger cet effet de brûlure les premiers jours, le temps de la cicatrisation. Maintenant, la vidéo en pratique. Donc, avec l'œil myope, là, on enlève l'épithélium au laser directement, donc il n'y a pas de manœuvre préalable, c'est le laser qui directement traitera. Donc, la focalisation. Le patient a l'œil ouvert avec un petit écarteur. On lui demande de regarder une lumière et on peut voir au centre le laser qui est en train d'agir. Ça dure quelques secondes comme ça, donc plus ou moins longtemps en fonction de la correction qui est à faire. Voilà, donc là, on voit que le laser en périphérie est en train de se terminer. Ensuite, on va abondamment rincer pour enlever cet aspect de brûlure pour essayer de soulager le patient par la suite. Et on va mettre, donc là, on hydrate bien avec de l'eau bien fraîche. Et ensuite, on vient positionner la lentille que le patient gardera environ 3 jours pour essayer de le soulager un petit peu, même si la douleur sera quand même présente. Et on enlève le petit écarteur. Le LASIK maintenant, donc le premier LASIK a été réalisé aux États-Unis en 1991 et arrivé ensuite en France, peu de temps après la PKR, au début des années 90 également. Il correspond maintenant à 80% de la chirurgie effectuée au niveau cornéen. Il s'agit d'une découpe d'une fine lamelle cornéenne, donc qu'on appelle volet, pour un remodelage profond cette fois de la courbure cornéenne avec le laser excimer, donc le même que précédemment, mais qui n'est pas appliqué en surface, mais en profondeur cette fois.
La découpe du volet peut être manuelle. Alors, ça ne se fait quasiment plus, hein, mais ça peut être manuel. Avant, c'était même que manuel, donc au microkératome. Et maintenant, ça se fait au laser femtoseconde, qui est plus sûr et qui entraîne moins de complications. L'épaisseur du volet est entre 100 et 120 microns environ, et le diamètre du volet est de maximum 9,5 mm, voilà, qui peut être adapté en fonction des cornets. L'avantage du LASIK, c'est qu'il est non douloureux. Le patient, le lendemain, il se réveille, il a l'œil blanc, il a une petite sensation de grain de sable, mais pas de douleur importante. Il peut directement pouvoir reprendre une activité relativement normale. La récupération visuelle est rapide. Il se réveille le lendemain, pareil. Il voit bien de loin sans lunettes, de loin et de près, évidemment. Et le LASIK corrige une plus grande amplitude d'amétropie que la PKR. Les inconvénients, c'est qu'il y a un risque d'ectasie un petit peu plus important qu'avec la PKR. Le capot est fragile sur les premiers jours et les premières semaines. Donc, il faut être très vigilant, ne surtout pas se toucher les yeux parce qu'il peut y avoir un pli. Alors, s'il y a un pli, ce n'est pas dramatique, on peut y retourner et le déplier, mais c'est toujours contraignant pour le patient. Et il y a un peu plus de sécheresse oculaire car il y a une découpe des terminaisons axonales superficielles cornéennes, ce qui entraîne les premiers mois une sécheresse un petit peu plus importante, mais qui s'améliore et qui s'estompe dans le temps. Donc, comme pour la PKR, une petite vidéo du laboratoire sur la technique du LASIK. Donc, le laser femtoseconde qui effectue cette fameuse découpe du capot en laissant une petite charnière pour pas que celui-ci soit complètement libre, pour qu'il puisse être soulevé et continuer à tenir sur une petite partie. Ensuite, le laser excimer, comme précédemment, qui va venir traiter de la même façon, mais cette fois sur un stroma un petit peu plus profond. Et ensuite, le petit capot est rabattu et laissé comme ça, sans suture, sans rien, ça cicatrise tout seul. Maintenant, de nouveau, une chirurgie en pratique. Donc, le petit capot a déjà été fait. Là, on le voit qu'il est déjà formé. Un petit point de repère, parce qu'on ne sait jamais, si jamais le capot n'a plus de charnière à un moment, il faut toujours savoir repositionner le capot au bon endroit, très important. Donc, grâce à ces trois petits repères, il sera possible de le remettre. Ensuite, on va venir commencer à soulever sur un petit bord, à disséquer un bord pour pouvoir passer le micromanipulateur. Voilà, donc ça a été prédisséqué par le laser. Et là, il faut passer en général en 3 temps pour disséquer complètement le petit capot. Ensuite, on le soulève. La charnière en supérieur, elle permet au capot d'être toujours bien en place. Voilà. Comme précédemment, on va venir faire la focalisation sur la pupille. Il faut savoir que dans le laser, il y a un eye tracking. Donc, même si le patient bouge légèrement son œil, le laser suit grâce au eye tracking. Et si le patient bouge beaucoup trop son œil, le laser s'arrête de façon à se repositionner et reprendre la chirurgie. On hydrate bien de façon à éviter l'effet brûlure et pour bien repositionner le petit capot. On le repositionne, voilà. On chasse bien l'eau, on réhydrate un petit peu. Et on voit que les traits de repère, au final, sont un peu effacés, mais le capot est bien positionné, il n'y a pas de pli. On sèche un peu les bords pour éviter qu'ils se mobilisent. Et ensuite, on a juste à enlever l'écarteur, on ne met pas de lentilles. Maintenant, le SMILE. Donc, le SMILE, il s'agit d'un prédécoupage d'un lenticule cornéen au laser femtoseconde. Donc, le SMILE utilise exclusivement le laser femtoseconde qui, à la place de disséquer un volet comme dans le LASIK, va disséquer 2 plans, un plan plus superficiel et un plan plus profond. Et le petit lenticule qui sera situé entre ces 2 plans de dissection sera retiré manuellement grâce à une incision supérieure, supérotemporale ou supéronasale,
et il n'y a pas d'utilisation du coup de laser excimer. Donc, l'avantage, c'est que ça préserve l'innervation cornéenne. Il y a moins de sécheresse oculaire que dans le LASIK. L'inconvénient, c'est qu'à ce jour, ça ne corrige pas l'hypermétropie, car c'est compliqué au niveau du lenticule pour le moment d'effectuer ça. La récupération visuelle est un petit peu plus longue qu'avec le LASIK, et la chirurgie est un petit peu plus technique, demande un petit peu plus d'expérience. Alors, une chirurgie... Oh, pardon, excusez-moi. Tac, on recommence. Non. Le laser femtoseconde qui va faire un premier plan, puis un second plan, le lenticule que nous pouvons voir, l'incision en supérieur, et on va venir chercher manuellement à la pince le lenticule disséqué. Alors là, c'est parce que c'est le laboratoire, mais normalement, on doit disséquer les plans antérieurs et postérieurs, également avec le micromanipulateur, hein, ça ne se retire pas aussi facilement tout de même. Je n'ai pas de vidéo en pratique parce que du coup, c'est avec le laser femtoseconde et les vidéos, nous l'avons plutôt avec le laser excimer. Donc, au final, les techniques cornéennes, donc la PKR qui va remodeler la cornée au niveau de la couche de Bowman et du stroma antérieur, comme on peut voir à gauche. Le LASIK qui va faire le capot au niveau de la couche de Bowman et du stroma antérieur, mais qui va remodeler la cornée en profondeur au niveau du stroma un peu plus profond. Et le SMILE, lui, qui va venir juste enlever un lenticule dans le stroma antérieur et profond, sans toucher aux couches superficielles. Donc maintenant, les techniques cristalliniennes, donc juste 2 diapos dessus pour vous en parler. Donc quand les patients ne sont pas éligibles à la chirurgie cornéenne, il existe les chirurgies cristalliniennes avec l'implant FAC. L'implant FAC, c'est un implant qu'on va venir positionner devant le cristallin de façon à corriger, pareil, le même principe, de rendre l'œil plus ou moins convergent. Cet implant, il peut être positionné devant l'iris, mais maintenant, il est de plus en plus positionné derrière l'iris. On s'est aperçu qu'il y avait moins de contraintes du coup par la suite pour la cornée. Donc, il est positionné entre l'iris et la capsule antérieure du cristallin. La chirurgie est plus invasive parce que cette fois, on rentre dans l'œil, contrairement à la chirurgie cornéenne. Il y a 2 indications principales. La première, c'est les amétropies majeures, les amétropies qui sont les myopies qui sont supérieures à -8 ou les hypermétropies supérieures à +6, ainsi que les astigmatismes supérieurs à -6. Ce sont des corrections qui sont difficilement réalisables en chirurgie cornéenne et relativement risquées. Donc, dans ces cas-là, on va mettre un implant FAC pour que le patient ait quand même une option s'il souhaite se faire opérer. Les cornées à risque sont également éligibles, les cornées qui sont trop fines pour être opérées ou alors irrégulières et qui risquent avec le temps de se déformer. Pareil, on peut leur proposer un implant FAC. 2 conditions anatomiques cependant à respecter. Il faut que l'angle irido-cornéen soit relativement grand et que la distance entre l'iris et l'endothélium soit également assez grande pour pas qu'il y ait de complications de glaucome aigu ou de décompensation de la cornée avec le temps. Et la surveillance de la cornée est importante pour vérifier les cellules, qu'il n'y ait pas de perte cellulaire au fil du temps. Maintenant, les techniques cristalliniennes. Donc, il y a la phacoexérèse sur cristallin clair. C'est le même principe que la chirurgie de la cataracte, mais sur un cristallin qui n'a pas encore de cataracte vraiment constituée. Cette technique, elle va être proposée principalement donc, aux patients qui en fait soit ont un âge supérieur à 55 ans avec des facteurs de risque de cataracte précoce. Donc, on se dit, ils ont plus de 55 ans, ils ont des facteurs de risque d'avoir une cataracte vers 60, 65. Donc, la question se pose de dire, est-ce que si on fait de la chirurgie cornéenne, est-ce que dans 2-3 ans, ils ne vont pas avoir une cataracte et on recommence tout depuis le début? Donc, ces patients-là, notamment qui ont du diabète, des myopies très fortes, des corticoïdes, des antécédents familiaux de cataracte précoce, on peut leur proposer après 55 ans ce type de chirurgie. C'est à discuter, chaque chirurgien fait son choix. Si un patient, pareil, il veut être opéré au niveau cornéen, mais qu'on voit que le cristallin commence à avoir des petites opacités, même s'il n'y a pas de vraie cataracte, on se dit qu'il est peut-être plus avantageux pour les mêmes raisons de faire plutôt une chirurgie sur le cristallin et non sur la cornée. Et enfin, s'il y a une contre-indication à la chirurgie réfractive cornéenne et que le patient a plus de 55 ans, il est plus justifié d'aller lui enlever le cristallin et mettre un implant dans le sac que de mettre un implant FAC pour réopérer la cataracte ensuite plus tard.
Donc, attention, il faut surtout ne pas réaliser cette technique trop jeune, car si le patient n'a pas eu de décollement postérieur du vitré, il est plus à risque de faire des décollements de rétine chez les patients qui sont généralement myopes forts. Donc, voilà, tout ça se fait un petit peu dans la discussion avec le patient. Donc, les indications théoriques des différentes techniques. Le LASIK peut corriger jusqu'à -10 de myopie, toujours sous conditionnement de l'épaisseur cornéenne, évidemment, mais en théorie, on peut aller jusqu'à -10. Et l'hypermétropie peut aller jusqu'à +6. Donc, ça, c'est pour le LASIK. La PKR va plutôt de -6 à +4, donc elle corrige un petit peu moins, de manière un peu moins importante les amétropies. Au-delà de -6, on peut rajouter un peu de mitomycine pour le risque, en fait, c'est d'avoir une cicatrice, un haze cornéen à cause d'une brûlure trop intense de la cornée. Le SMILE, donc, comme on a vu, il traite uniquement la myopie, non, pas l'hypermétropie. Et du coup, le SMILE peut aller en théorie encore jusqu'à -10 également. Au-delà de -10 et au-delà de +6, on a l'implant FAC ou l'implant cristallinien. L'astigmatisme peut être corrigé par le LASIK, la PKR et le SMILE en théorique jusqu'à -6. Après, sur des astigmatismes à -6, pareil, le LASIK va être privilégié parce qu'il est plus facilement réalisable avec des résultats meilleurs. Évidemment, la presbytie peut être corrigée dans la myopie ou l'hypermétropie. On peut corriger également la presbytie de manière monoculaire ou multifocale. Ça, c'est en fonction des patients. Donc, le bilan préopératoire. L'interrogatoire, c'est extrêmement important chez un patient qui va être opéré de chirurgie réfractive. On lui demande donc son âge pour savoir un petit peu au niveau de l'évolution de la myopie où est-ce qu'on en est. La stabilité de la correction supérieure à 2 ans, très important pour éviter que le patient revienne 1 an après la chirurgie avec une nouvelle correction et des lunettes. Généralement, ils ne sont pas très contents. Les motivations du patient, voir si celui-ci est très motivé, s'il a des bonnes motivations surtout. Son métier, s'il fait du sport et surtout du sport de combat. Est-ce qu'il conduit la nuit? Est-ce que c'est un commercial, un chauffeur routier? Est-ce qu'il a des antécédents de glaucome ou de pathologie rétinienne personnelle ou dans la famille? Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux de kératocone? Est-ce qu'il a souvent de la sécheresse oculaire? Et est-ce qu'il a tendance à se frotter les yeux et à avoir un terrain atopique? Donc ça, c'est un interrogatoire un petit peu systématique qui est important pour nous, pour nos indications et notre programmation. Ensuite, le bilan clinique, donc la réfraction, pareil, point très important, même le point le plus important. Sans port de lentilles depuis 48 heures dans l'idéal, de façon à ne pas être faussé par une modulation de la cornée qui est due aux lentilles. Ensuite, on va faire une réfraction subjective avec un brouillard visuel. Le principe du brouillard visuel, c'est essayer de lever un petit peu l'accommodation du patient pour essayer d'avoir un résultat objectif et moins fluctuant. On l'a fait évidemment de loin et de près. La réfraction sous cycloplégie. Donc, le cycloplégie, le principe, c'est une paralysie médicamenteuse des corps ciliaires du cristallin, de façon à ce que l'accommodation soit moins importante, encore une fois, pour essayer de lever la fluctuation possible à cause du cristallin. Ensuite, on vérifie la stabilité de la métropie. Donc, on dit que normalement, il ne faut pas que ça évolue de plus de 0,50 dioptrie en 2 ans. On détermine l'œil dominant, l'œil préférentiel, notamment en chirurgie de la presbytie. Et on regarde s'il y a une bonne vision binoculaire et une bonne convergence pour les chirurgies de la presbytie. C'est extrêmement important pour un bon résultat. Ensuite, l'examen clinique, on regarde la surface oculaire, est-ce qu'il y a une cicatrice? On fait le test à la fluorescine pour savoir s'il y a une kératite de sécheresse. Le break-up time pour savoir s'il est important ou non. On regarde également l'ouverture et la statique palpébrale qui peut conditionner notre chirurgie et qui peut nous orienter vers une technique ou une autre si on a vraiment une petite fente palpébrale. Ensuite, l'anatomie orbitaire. Est-ce que l'orbite est creuse? Est-ce qu'il y a une arête nasale proéminente? Voilà, tout ça, c'est pour savoir pour nous, pour la chirurgie. La pression intraoculaire pour vérifier qu'il n'y ait pas de glaucome. Et le fond d'œil, on vérifie le nerf optique. Est-ce qu'il a une bonne forme? Est-ce que la rétine est bien? Est-ce qu'il n'y a pas de pathologie maculaire, etc. Les examens complémentaires qui sont extrêmement importants, la pachymétrie cornéenne pour étudier l'épaisseur de la cornée, la topographie spéculaire qui analyse la forme de la cornée, est-ce qu'elle est symétrique ou asymétrique, est-ce qu'on voit une ectasie ou non, la topographie cornéenne d'élévation qui va permettre de nous savoir, donc les couleurs chaudes, c'est plutôt quand c'est au-dessus de la norme de courbure et les couleurs froides en dessous de la norme, donc plus ou moins bombé, plus ou moins plat. La pupillométrie qui va nous permettre de savoir par rapport à la taille du capot pour essayer de limiter au maximum les halos lumineux.
et l'OCT maculaire et du nerf optique si besoin, s'il y a une suspicion de pathologie maculaire ou glaucomateuse. Donc, la topographie cornéenne, les principaux critères en faveur d'un kératocone avéré ou suspect, c'est l'aspect. Donc, déjà, on va déjà toujours regarder l'aspect de la topographie. Est-ce qu'il y a une asymétrie entre l'œil droit et l'œil gauche ou est-ce qu'ils sont plutôt symétriques? Est-ce qu'il y a une asymétrie entre le haut et le bas de la cornée? Et est-ce qu'il y a un axe de rayon de courbure En fait, est-ce que le rayon de courbure le plus plat et le plus bombé sont bien à 90 degrés ou au contraire, est-ce qu'il y a un axe de déviation supérieur à 20 degrés? Ensuite, concernant les chiffres, on va regarder plus les chiffres de la topographie. Il faut éviter qu'il y ait un rayon de courbure plus bombé que 47,2. Ça peut être en faveur d'un kératocone. On va vérifier que la kératométrie supérieure et inférieure, il n'y ait pas une différence de plus de 1,3 à 1,5 dioptrie. Ensuite, on va regarder le pourcentage, c'est une petite formule qui utilise à la fois le I-S précédent et à la fois l'angle de déviation et qui va faire un calcul. Et il faut éviter que ce soit au-dessus de 60%. Ça peut être en faveur d'un kératocone frustre. Et ensuite, on va regarder que l'épaisseur cornéenne centrale et l'épaisseur cornéenne la plus fine correspondent à moins de 20 microns. Donc, voilà une topographie d'un œil standard, d'un œil normal. On voit qu'entre l'œil droit et l'œil gauche, on a une symétrie. On voit qu'on est sur des couleurs vertes. Verte, on est plutôt sur une kératométrie moyenne. Il n'y a pas d'astigmatisme important à noter sur cet œil-là. Et on peut voir en rouge la pachymétrie qui est de 558 des deux côtés, donc qui est symétrique, et la kératométrie qui est de 42,5 dioptries à droite et 42,7 dioptries à gauche, donc pareil, symétrique. Donc là, on n'est pour le moment pas inquiet. Ensuite, on passe au deuxième cliché chez le même patient. Cette fois, on va regarder la fameuse formule avec la formule KISA qui doit être inférieure à 60%, on est à 4%, et le I-S qui doit être inférieur à 1,3%, qui est à 0,34. Au-dessus, TKC, c'est l'appareil qui nous dit si il suspecte ou non un cas de côté. Je ne répondrai pas à ça. Ah, excusez-moi. Voilà. Ensuite, dernier petit cliché, cette fois, c'est la face postérieure de la cornée. Est-ce que le critère D est bon? Donc là, il faut qu'il soit inférieur à 1,6. C'est par rapport au kératocone postérieur cette fois. Et là, chez ce patient, aucun souci non plus. Un deuxième exemple, un patient astigmate, mais avec un astigmatisme régulier. On voit que ça forme un beau sablier régulier avec un axe bombé et un axe plat à 90 degrés, donc sans déviation. Kératométrie des deux côtés relativement symétrique, 45 et 44,5, et une pachymétrie proche également. Les autres critères, pareil, pas de kératocone repéré par l'appareil, le I-S inférieur à une dioptrie, donc le I-S, c'est la différence entre le inférieur et le supérieur, et pas de kératocone postérieur non plus, on est bien en dessous 1,6. Maintenant, un kératocone, donc ça pour le coup un vrai kératocone. Donc là, cette fois, on a un bombement, on est sur des couleurs très, très rouges, donc un bombement important à l'endroit des couleurs chaudes, qui est donc présent sur les deux yeux, une asymétrie, parce que le bombement n'est pas similaire sur les deux, une kératométrie à 65, donc nettement au-dessus des 47, et de l'autre côté à 59, donc une grosse différence entre les deux yeux, avec une pachymétrie, donc une épaisseur cornéenne à 464 à droite et 500 à gauche, donc à la fois fine et à la fois très différente entre les deux yeux. Cette fois, tous les critères sont au rouge. Le rapport qui doit être inférieur à 60% est bien en dessus, il est à 1972 et 2254. Le I-S qui doit être inférieur à 1,3 est à 7 et à 8. Et l'appareil peut voir un critère de kératocone stade 3 sur les deux yeux. Et le kératocone postérieur, pareil, nettement au-dessus de 1,6. Donc ça, c'est facile, un kératocone comme ça, on n'a pas de doute. Maintenant, les kératocones frustres. Les kératocones frustres, c'est le problème justement dans la chirurgie réfractive, c'est de les repérer. Parce que si on affine la cornée d'un patient qui a un kératocone frustre, on va favoriser l'évolution de la déformation de sa cornée. Donc sur cet œil-là, pas de bombement rouge très important comme on a vu sur le patient précédent, mais on voit quand même une asymétrie entre le supérieur et l'inférieur. Donc kératométrie 44,9, donc en théorie plutôt bonne.
La pachymétrie, plutôt similaire également. Mais si on s'intéresse au critère I-S, il est à 1,4, donc un peu limite à droite, 1,3, un peu limite à gauche. Et là, pareil, comme on peut voir, lui aussi remarque cette asymétrie et nous dit qu'il peut y avoir un kératocone. Alors là, l'appareil le dit, des fois, il y a des kératocones frustes où l'appareil ne le voit pas forcément, donc il faut être très vigilant sur tous ces critères. Et en postérieur, pareil, on est limite au-dessus d'1,6. Donc chez cette patiente, on dit, elle est jeune, on dit qu'on ne préconise pas la chirurgie. Maintenant, les indications et contre-indications de la chirurgie. Donc, c'est des indications théoriques. Hein. Chaque chirurgien adapte son indication et chaque indication est adaptée à chaque patient. En théorie, un âge plutôt supérieur à 20 ans, de façon à ce que la correction soit relativement stable. Des motivations réalisables. Il faut que le patient souhaite enlever sa dépendance aux lunettes. Mais si le patient souhaite ne plus jamais porter de lunettes de sa vie ou il se dit qu'il verra mieux avec la chirurgie qu'il ne voit en lunettes, à ce moment-là, il faut lui dire que ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il verra aussi bien après la chirurgie qu'avec ses lunettes, mais pas mieux. Par exemple, un œil amblyope, un œil qui n'a pas développé sa vue parce que, dans l'enfance, ne verra pas mieux grâce à la chirurgie. Il verra la même chose que ce qu'il voit en lunettes. Et ne pas penser, ne plus porter de lunettes de sa vie. Il y a la presbytie qui arrivera par la suite. La myopie peut revenir légèrement au bout de 10 ans. Il peut y avoir des lunettes de repos. Voilà. Donc, il faut vraiment leur dire que c'est la dépendance qu'on enlève. La métropie doit être stable et corrigeable. Corrigeable, ça veut dire qu'il faut qu'en LASIK, il y ait une épaisseur cornéenne résiduelle suffisante, supérieure à 300 microns, et en PKR également. Et une absence de contre-indication. Les contre-indications, donc les contre-indications générales les plus importantes, c'est donc une amétropie évolutive. Si le patient a plus de 0,50 dioptrie d'évolution en 2 ans, on lui dit qu'il vaut mieux attendre encore un peu. Et si la cornée est irrégulière, donc un kératocone avéré ou suspect, comme on a vu précédemment. Le patient monophtalme, alors on peut le réaliser. Après, voilà, c'est un patient qui n'a qu'un seul œil, donc il y a des précautions à prendre. Une affection ophtalmologique évolutive, si le patient a un glaucome avec une amputation du champ visuel, un glaucome évolutif non contrôlé, ou s'il a une pathologie rétinienne, il aura un moins bon champ de vision et donc à discuter en fonction de sa pathologie. Les collagénoses, parce qu'il peut y avoir une déformation cornéenne plus importante que chez les autres personnes, et un profil psychologique particulier, si le patient n'est pas très motivé, s'il est très, très, très stressé, voilà, il y a des choses des fois qu'on peut réfuter à ce niveau-là. Maintenant, les contre-indications spécifiques du LASIK ou du SMILE, la cornée trop fine, inférieure à 500 microns, cornée fine, on va privilégier plutôt la PKR parce que moins de risque de déformation pour les années à venir. Et les facteurs de risque d'ectasie cornéenne, si le patient a de nombreux kératocones dans sa famille ou s'il se frotte énormément les yeux tous les jours à plusieurs reprises avec la paume de la main, la paume du doigt, enfin le dos du doigt, pardon, à ce moment-là, on se dira, bon, patient à risque, peut-être privilégier la PKR. Contre-indication relative, une sécheresse oculaire sévère, vu que la chirurgie va avoir tendance à un petit peu accentuer. L'herpès oculaire actif, inférieur à 2 ans, parce qu'il peut récidiver après une chirurgie. Et la femme enceinte ou allaitante, parce qu'il peut y avoir des fluctuations de la correction. Les particularités professionnelles et sportives, donc attention chez certaines professions. Par exemple, les pompiers et les policiers, il faut plutôt préférer la PKR ou le SMILE chez ces patients. Parce qu'il peut y avoir des contacts oculaires et du coup, voilà, c'est un petit peu mieux s'il n'y a pas de capot. Alors après, ça n'exclut pas, ce n'est pas une contre-indication, mais on peut le préférer. Il n'y a pas de contre-indication au LASIK tout de même et il préconise une embauche après 6 mois post-chirurgie. Donc ça, c'est dans les règles d'entrée. Les militaires n'ont pas le droit d'avoir moins de 21 ans pour leur chirurgie réfractive. Les pilotes militaires, c'est une contre-indication absolue à la chirurgie réfractive. Ils n'ont pas le droit d'être opérés. Les pilotes civils, il n'y a pas de contre-indication, mais qu'entre moins 6 et plus 5 dioptries, pas au-delà de moins 6 dioptries de myopie. Et une contre-indication à la chirurgie de la presbytie, que ce soit en monovision ou en multifocalité, c'est contre-indiqué. Le sportif de haut niveau, contre-indication absolue à la chirurgie réfractive dans la boxe anglaise. Et les autres, contre-indication absolue du LASIK, dans la boxe anglaise, et les autres métiers avec vigilance particulière, la RATP, la marine marchande, etc. Donc, toujours bien se renseigner en fonction du métier du patient s'il y a des règles particulières.
Les consignes pré- et post-opératoires. Donc, préopératoire, le patient doit voilà, faire une bonne hygiène le matin, signer un consentement éclairé, venir accompagner. Il ne doit surtout pas porter les lentilles pendant 1 semaine avant la chirurgie, ne pas se maquiller, ne pas se faire de chignon haut parce que du coup, ça peut être gênant pour la chirurgie et ne pas mettre de parfum le jour du bloc. Il peut prendre un comprimé relaxant, Atarax, Xanax, ça peut le détendre. En post-opératoire, donc il doit absolument respecter le traitement prescrit, bien se laver les mains avant l'instillation des collyres et attendre 5 minutes entre chaque collyre, protéger ses yeux la nuit avec des coques oculaires pour éviter d'aller les frotter et de mobiliser le capot, protéger ses yeux avec des lunettes de soleil en extérieur, éviter les chocs oculaires. Il ne doit pas se frotter les yeux, très important. Il ne doit pas pratiquer d'activité physique pendant 1 semaine, ne pas se maquiller pendant 15 jours parce que le démaquillage peut entraîner des plis du capot et ne pas se baigner pendant 1 mois pour éviter l'infection, etc. Il peut lire, il n'y a pas de souci, il peut regarder les écrans, il peut se doucher sans mettre de savon dans ses yeux, il peut reprendre son activité professionnelle même dès le lendemain pour le LASIK et le SMILE. Il n'y a pas d'arrêt de travail, hein, c'est considéré comme de la chirurgie esthétique, donc pas d'arrêt de travail. On demande aux patients de ne plus se frotter les yeux de manière répétée. Il a une cornée qui est plus fine, c'est important de les prévenir pour ne pas que les années à venir, 10 ans plus tard, il y ait une déformation de la cornée due au frottement oculaire. Et les patients qui font des allergies saisonnières, très important de bien leur traiter leurs allergies saisonnières 3-4 mois par an pour éviter ces frottements. La récupération visuelle, elle est très rapide dans le LASIK, un tout petit peu plus longue dans le SMILE et un peu plus longue dans la PKR due à la cicatrisation un petit peu plus longue. La myopie et l'astigmatisme récupèrent plus vite que l'hypermétropie qui a besoin d'un temps d'adaptation de son accommodation et un petit peu plus rapide que le presbyte dont le cerveau doit s'adapter à la multifocalité. Il ne faut pas comparer les 2 yeux, on demande bien aux patients de ne pas cacher un œil et l'autre, hein, les 2 yeux évoluent différemment. On le prévient qu'il peut y avoir une petite fatigue visuelle les premiers jours ou les premières semaines, de manière intermittente, qu'il ne s'inquiète pas. Et il peut y avoir une sécheresse oculaire et de légers halos lumineux nocturnes les premiers mois notamment. Le suivi post-opératoire, donc le traitement, ce sont des lavages oculaires, des collyres anti-inflammatoires, des collyres antibiotiques 1 semaine, anti-inflammatoires 1 mois, des larmes artificielles pendant 6 mois, parce que comme on a vu précédemment, il peut y avoir un peu de sécheresse les premiers mois, et des antalgiques en cas de PKR pour que ce soit moins douloureux pour le patient. La surveillance pour le LASIK, donc à J1, on fait un contrôle. On regarde l'acuité visuelle binoculaire. Voilà. Bon, ça ne sert à rien de faire monoculaire parce que les 2 yeux les cornées sont encore un peu sèches. C'est vraiment pour voir que le capot ne soit pas plié, pas décentré, qu'il soit bien en place et rassurer le patient. On peut refaire le même examen à J7. Voilà, ça dépend des chirurgiens. Et à 1 mois, c'est là qu'on va vraiment s'attarder à l'acuité visuelle monoculaire, donc sur chaque œil, voir ce que le patient voit. On refait également une petite topographie pour voir le avant-après et puis pour repartir d'un examen de référence pour la suite du suivi les années à venir. Le SMILE, donc similaire au LASIK sur la fréquence et les examens. La PKR, donc on va plutôt revoir le patient à J3, c'est le moment où on va enlever sa lentille pansement et on va regarder à la lampe à fente que la cicatrisation se passe bien, qu'il n'y a pas d'infection. À M1, donc à 1 mois, on va regarder l'acuité visuelle, la lampe à fente pour vérifier qu'il n'y ait pas de petites cicatrices, on appelle ça un haze cornéen, des cicatrices dues à la brûlure cornéenne. Dans ces cas-là, on met un petit peu plus de corticoïdes. Et on refait la topographie également. Et à 3 mois, on peut refaire également un contrôle, c'est facultatif. Concernant les complications, donc les complications précoces, ça peut être les erreurs réfractives, si on a trop corrigé ou pas assez corrigé le patient. C'est relativement rare, mais on peut faire une reprise chirurgicale précoce. S'il y a des plis et un décentrement secondaire du capot, on repositionne le capot le plus vite possible avant qu'il ait trop cicatrisé. Il peut y avoir les infections cornéennes, donc on met des collyres antibiotiques, c'est très rare, heureusement, et l'inflammation cornéenne de type ACE dans la PKR et de type SOS syndrome dans le LASIK ou le SMILE. Ce sont des petits infiltrats inflammatoires au niveau de l'interface du capot. Dans ces cas-là, on met plutôt des collyres corticoïdes pour les faire passer. Les complications tardives, il peut y avoir une ectasie cornéenne, donc comme on avait dit, au bout de quelques années, hein, si le patient se frotte trop les yeux, donc on lui demande d'arrêter de frotter ses yeux. On peut faire du cross-linking pour rigidifier un peu la cornée. Et on peut prescrire des lentilles rigides si vraiment c'est très déformé. L'invasion épithéliale, donc l'invasion épithéliale, ce sont des petites cellules de l'épithélium qui viennent se mettre dans l'interface
Cette invasion, elle n'est pas forcément gênante si elle est en périphérie, mais si elle atteint l'axe visuel, elle peut être gênante. À ce moment-là, on va effectuer un lavage, sinon on surveille. La régression, donc ça veut dire une récidive de la métropie sphérique et ou cylindrique, donc quelques années après. Dans ce cas-là, on peut faire une reprise chirurgicale si la cornée est assez épaisse pour le faire. Sinon, on est obligé de remettre une paire de lunettes. Sécheresse oculaire persistante sévère, on peut mettre des larmes artificielles, de la pommade vitamine A et un peu de dysphotopsie, un peu de halo lumineux. Voilà, une invasion épithéliale chez un patient. Donc, on voit dans l'interface des petites cellules comme ça qui forment des petites opacités blanchâtres périphériques. Chez ce patient, ça ne lui gêne pas parce que ce n'est pas dans l'axe visuel, donc rien n'a été fait. Par contre, si vraiment c'est dans l'axe visuel, on va soulever le capot et on va venir laver les cellules. Un haze cornéen chez un patient qui a une PKR, donc ça fait comme une petite brûlure, on va mettre des corticoïdes et grâce aux corticoïdes, dans 99% des cas, le haze régresse. Concernant les reprises chirurgicales, elle peut être précoce donc en cas de sous-correction ou de surcorrection. Le LASIK, on attend entre 6 semaines et 6 mois pour voir s'il est nécessaire d'en refaire une. La PKR, pas avant 6 mois, parce que la récupération visuelle est plus longue et se stabilise de plus longtemps après la chirurgie. Donc, pour ne pas faire d'erreur, on attend 6 mois. Et le SMILE, pas avant 3 mois. Le SMILE, on va plutôt reprendre en LASIK ou en PKR. La PKR, on peut reprendre en PKR également ou en LASIK si la cornée est assez épaisse pour éviter aux patients d'avoir de nouveau mal. Et le LASIK, on va ressoulever le capot ou faire une PKR par-dessus. Et enfin, la reprise chirurgicale tardive, donc quelques années plus tard, qui dépendra de l'épaisseur cornéenne résiduelle. Donc, en conclusion, la chirurgie réfractive, donc, elle est principalement cornéenne. Maintenant, on a plusieurs années de recul sur les différentes techniques qui sont maintenant prouvées et qui sont très efficaces. La chirurgie, c'est une chirurgie courte, sous anesthésie locale, les 2 yeux en même temps. Il y a quelques secondes de travail pour les différents lasers, donc une intervention qui est très courte. Les suites chirurgicales sont relativement simples, la récupération visuelle est rapide. Elle est peu risquée à condition de poser les bonnes indications. Donc, c'est le plus important de la chirurgie, ce sont les indications. Et enfin, le patient est souvent très satisfait à condition qu'on l'ait bien informé, qu'on l'ait bien prévenu des évolutions possibles et de ce qu'il ressentira. Merci.